Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire l'enregistrement de ma présentation au colloque sur Varela à Cerisy le 17 août 2022. Okay? La présentation s'intitule Questions politiques dans la pensée de Francisco Varela. Ma présentation tente d'établir une contribution varelienne à la philosophie politique de l'esprit, une philosophie qui examine l'expérience personnelle en tant que formée par des processus sociopolitiques. Donc, nous voulons construire une notion politique d'analyse non réductrice de la troisième personne, ce qu'il faut faire parallèlement à la demande inactive de ne pas réduire l'expérience aux neurones, même si on établit les mécanismes neuronaux associés à telles expériences. C'est de ne pas réduire l'expérience de la première et de la deuxième personne à une simple extrusion d'une structure, mais aussi de ne pas croire à l'agence brute. Ma présentation sera axée sur trois concepts de Varela: l'autopoïèse, l'inaction et l'incarnation radicale, dont chacun est marqué par un concept d'émergence, synchronique, diachronique et transversal. Les trois concepts rendent compte des dimensions politiques, celles des sociétés, des individus et des situations. Je rendrai concrètes mes analyses par référence à l'essai de 1979, Réflexions sur la guerre civile au Chili, en particulier ce passage, je cite: « Je me souviens que le soldat que j'avais tué au coup de mitraillette, l'homme qui courait dans la rue, devait avoir environ 19 ans et qu'il était sûrement un habitant du Sud. Il avait le visage typique du Chilien du Sud. 2 mois auparavant, si vous l'aviez rencontré dans un bar, vous auriez eu plaisir à bavarder avec lui. Un garçon sympathique. Il ne pouvait pas avoir plus que 19 ans, de 19 ans, mais j'ai vu sur son visage quelque chose que je n'avais encore jamais vu jusque-là, un étrange mélange de peur et de sentiment de pouvoir. Je ne reconnais plus ces gens, je ne reconnais plus leur visage. » Fin de citation. Trois questions politiques et trois inflexions de l'émergence suscitées par ce passage. D'abord, en ce qui concerne la société entière, comment se fait une guerre civile? Il s'agit d'une émergence synchronique ou une mise en acte autopoïétique à la macro-échelle politique, celle des sociétés. La société chilienne déchirée en deux parties en quête de produire et maintenir leur propre manière de vivre. Partie fixée en avance et sans possibilité de se communiquer et même sans possibilité de partager le même espace. Deuxièmement, en ce qui concerne les individus, comment se fait un soldat et comment se fait un observateur? Il s'agit d'une émergence diachronique ou inactive à la micro-échelle politique, celle des corps somatiques. Le corps individuel du soldat fourni pour l'acquisition de ses propres compétences corporelles et de ses postures affectives et le corps individuel de l'observateur, culturellement formé avec ses catégories de perception et d'interaction, y compris sa puissance de perception contrefactuelle, c'est-à-dire la capacité d'établir un rapport avec le garçon sympathique dont l'actualisation était exclue par la guerre, par l'événement de la guerre. Troisièmement, en ce qui concerne les situations cristallisantes temporairement, comment se fait un événement social?
Il s'agit d'une émergence transversale ou incarnation radicale à la méso-échelle politique. C'est des événements captés par un observateur avec la capacité de comprendre une situation complexe et dynamique telle que celle vue par Verala, avec les dimensions du corps, des affects, des utiles, des espaces et des actions. Toutes ces dimensions doivent être intégrées dans la conscience de l'observateur. Donc, première partie, l'autopoïèse et l'émergence synchronique. L'autopoïèse, structure sensu, c'est l'émergence synchronique d'un système marqué par la récursivité. Un tel système se produit et se maintient dans un espace protégé par une membrane physique semi-perméable et qui permet un échange avec l'environnement et qui permet un métabolisme qui produit une telle membrane. Verala voit l'autopoïèse comme un exemple d'un mode d'être plus large, la clôture organisationnelle. Il restreint l'autopoïèse à la production cellulaire et il nous met en garde contre l'utilisation de l'autopoïèse comme modèle d'être social pour éviter que les systèmes ne conduisent à une compétition fratricide à somme nulle. Dans l'une de ses dernières interviews, Verala explique ses raisons de résister à une extension de l'autopoïèse au social. Je cite. C'est une question sur laquelle j'ai longtemps réfléchi et beaucoup hésité. Mais je me suis finalement persuadé que toute extension de pensée au niveau social des modèles biologiques est à éviter. Je suis absolument contre toutes les extensions de l'autopoïèse et contre le fait de penser la société selon des modèles d'émergence, bien que, dans un certain sens, on n'est pas tort de penser les choses ainsi, mais il y a un passage extrêmement délicat. Je me refuse à appliquer l'autopoïèse sur le plan social. Cela peut vous surprendre, et je m'y refuse pour des raisons politiques. L'histoire montre que la biologie holistique est fort intéressante et a produit des choses magnifiques, mais elle a aussi sa part d'ombre, une face noire, chaque fois qu'elle s'est laissée aller à l'application au modèle social. C'est là où il y a toujours des glissements vers le fascisme, vers des impositions autoritaires du type eugénique, etc. Fin des citations. L'interview, c'est Autopoïèse et émergence, publié en 2002. Que pouvons-nous préciser comme la clé de ce passage extrêmement délicat qui nous donne la capacité de penser l'émergence sociale tout en évitant la part d'ombre, le glissement vers des impositions autoritaires telles que le fascisme. Notons d'abord le rejet total de notions sociales autopoïétiques, tandis que la notion d'émergence sociale est moins fortement condamnée. Je dirais que la différence réside dans la conception de Verala de l'autopoïèse comme l'émergence synchronique de la récursivité, ce qui bloque le type d'émergence diachronique des dynamiques sociales et politiques, telles que la transition du Chili vers un régime socio-démocrate avec le mouvement qui avait élu Allende. Pour penser le mode d'être d'un système social, il faut penser l'émergence de nouvelles façons d'agir à partir du démantèlement d'anciens modèles. Pour cela, chaque modèle de système doit inclure un moyen de se défaire de ses propres conceptions. La capacité d'un régime politique de se défaire présupposerait
la reconnaissance de sa construction historique. Mais une telle reconnaissance n'est pas possible pour les positions solipsistes d'un système autopoïétique. Dans rétro-perspective, les origines de l'idée d'autopoïèse, un mémoire de 94, Vergala se rend compte de ce problème de l'autopoïèse. Je cite. Le remplacement de la notion input-output par celle du couplage structurel marque une étape importante. Mais cette formulation est faible parce que, laissant le phénomène de l'interaction dans le flux d'une simple perturbation, on ne pose pas d'alternative constructive. De là, le concept d'autopoïèse conduirait à une position solipsiste. Fin de citation. En effet, c'est le refus total de toute reconnaissance de la construction historique des systèmes sociaux, l'impossibilité de reconnaître une mise en acte temporaire et révisible d'un régime politique pour ceux qui le soutiennent et pour ceux qui l'opposent, qui donne les tendances aux guerres civiles. Dans Réflexion, Vergala montre que le Chili s'était polarisé en deux mondes, séparés sans communication, clivé en deux systèmes aveugles, deux systèmes autopoïétiques, sans chevauchement de sens, sans moyen de reconnaissance mutuelle, mais uniquement soucieux de maintien des frontières physiques et cognitives affectives infranchissables. Je cite. La scission de la société chilienne était totale. Le pays était complètement divisé juste dans son milieu. Et cette polarité donne lieu au sentiment que, je cite, nous avons raison, qu'ils ont raison, et produisit une exagération continue du sens de la ligne de démarcation, boundary en anglais, et de la territorialité. Ce territoire est en nous sortez d'ici. Fin de citation. Une société mise en acte d'une épistémologie avec un sens autopoïétique est focalisée sur le maintien des frontières dont l'intériorité doit être purifiée de toute contamination. Cette focalisation va inévitablement créer une polarité fratricide. Vergala raconte son moment de perspicacité lorsqu'il a surmonté cette polarisation. Et je cite, la polarité n'était plus tel ou tel côté, mais quelque chose que nous avions collectivement construit. Je comprenais que, quelles qu'ils aient mes idées politiques, mes opinions ou celles des autres, tout cela n'avait été que les fragments qui avaient constitué cette totalité. Fin de citation. Le problème, bien sûr, c'est d'établir la position d'un observateur qui peut utiliser la notion d'interaction du système informationnel fermé pour apprécier cet ensemble plus large, englobant les systèmes autonomes et mutuellement aveugles. Vergala retrouve cette position dans la pratique bouddhiste, avec sa nécessité d'insister sur, je cite, le lien entre la vision du monde, l'action politique et la transformation personnelle. Fin de citation, pour éviter la polarisation fratricide du système autonome concurrent, la faillibilité relativiste est la clé de la construction d'un monde politique. Dans Réflexion, Vergala raconte le moment où il se rend compte de la nécessité d'un tel faillibilisme, né de la reconnaissance de la nécessité de perspectives multiples. Je cite,
nous devrions incorporer dans la mise en œuvre et dans la projection de nos conceptions du monde la compréhension simultanée que cette projection n'est que l'une des perspectives possibles, qu'il n'était qu'un cadre relatif qui doit contenir en lui les moyens par lesquels il peut s'abolir lui-même. Fin de citation. L'autopoïèse, c'est une binarité, vie ou mort, et chaque système autopoïétique doit réaliser son couplage structurel via des moyens donnés en avance. Les mises en cause du processus habituel de vie, la capacité de s'abolir, de se défaire, est hors de question. Une telle flexibilité est exclue du système cellulaire physique auquel verra la confine l'autopoïèse, mais, comme nous le verrons ensuite, l'émergence diachronique de la nouveauté historique est disponible pour un système produisant un soi virtuel à partir d'une multiplicité de ressources d'adaptation, à partir d'un répertoire de comportements potentiels. Enfin bref, à partir du système de type inactif. Je cite. La notion de perturbation dans le couplage structurel ne prend pas adéquatement en compte les régularités qui émergent au cours d'une histoire d'interaction. La réciprocité historique est la clé d'une codéfinition entre un système autonome et son environnement. C'est ce que je propose d'appeler le phénomène de l'inaction en biologie et en sciences cognitives. Fin de citation, c'est tiré de l'article Rétroperspective de 1994. Deuxième partie, le soi virtuel et l'émergence diachronique. Avec l'inaction, on voit l'émergence diachronique de nouvelles structures fonctionnelles de la cognition et de l'affectivité. Rappelons notre question de la micro-échelle politique. Comment se fait un soldat meurtrier? Et d'une manière parallèle, comment se font les capacités de la perception sociale d'un observateur? Réponse. Pour voir comment Verala pouvait comprendre l'état émotionnel du soldat, ce jeu désastreux dans les rues de Santiago, il faut examiner l'entraînement militaire du soldat, l'incarnation de ses propres compétences corporelles, parmi lesquelles la capacité de tuer un être humain, et dans l'entraînement culturel de Verala, l'incarnation de ses capacités de perception sociale, parmi lesquelles la capacité d'expérimenter un contrôle factuel, c'est-à-dire de reconnaître ce que le garçon aurait pu être sans le devenir de la guerre civile. Je dis expérimenter un contrefactuel pour laisser ouvert aux recherches à venir la question de le mode de rapport de son expérience à la virtualité du garçon sympathique. Est-ce que cela était une perception immédiate ou une pensée reconstructive? Dans le paradigme d'inaction, l'émergence diachronique opère à deux échelles temporelles, rapides et lentes, et dans deux registres, neurologiques et organismiques. Dans l'échelle temporelle rapide au registre neurologique, nous trouvons des assemblages cellulaires résonants, en anglais Resonant Cell Assemblies, qui émergent, qui se cristallisent des schémas de déclenchement neuronal chaotique. Dans l'échelle rapide au registre de l'organisme, on voit l'actualisation de modules comportementaux ou de micro-identités à partir d'une compétition des modules prépersonnels concurrents. Notons ici deux concepts importants de l'inaction, le soi virtuel
et l'inaction du monde. Étant donné que le répertoire habituel d'un cours est un système distribué et modulaire, tant au niveau comportemental que neurologique, Vrkala parlera d'un soi virtuel ou d'un maillage de multiples soi dénués de soi, network of selfless selves. Pas de senseless selves, mais de selfless selves. Le corps de soi virtuel, avec sa multiplicité de micro-identités, est le monde inacté. Les régularités dans l'environnement ne forment que des contraintes souples des mondes que chaque organisme produit ou met en acte dans un processus de surplus de signification. Même si Vrkala se concentre sur l'échelle rapide au registre neuronal, assemblage cellulaire résonant et organismique, micro-identité, je voudrais maintenant examiner l'échelle relativement lente, l'acquisition des schémas neuronaux habituels et des modules comportementaux habituels. Ici, nous touchons à la question politique de l'accès à la formation pour l'acquisition des compétences. Le champ différentiel est ici le champ de formation des individus. Les individus sont formés à l'entrecroisement de pratiques auxquelles ils sont soumis. C'est ici qu'on peut voir comment se fait un soldat et comment se fait un observateur. Pardon. Comme Vrkala dit au votre perspective, nous sommes des points d'accumulation dans les réseaux sociaux que nous habitons, bien plus que des volontés ou des caractères individuels. Donc, dans le traitement de la formation de ces comportements, le psychologue David Grossman nous indique quelques facteurs clés qui facilitent l'acte de tuer. La distance physique, mais aussi la distance sociale. À la limite, peut-être la déshumanisation. La présence du commandeur et celle des camarades et l'intermédiation mécanique. Quant à lui, le sociologue Randall Collins tire notre attention à la tension et peur dans une confrontation. Pour la plupart des gens, il s'agit d'un déclenchement de violence par rupture de résonance entre les opposants dans un affrontement. Avec l'effondrement d'une confrontation, les poursuivants tombent dans une panique en avant, panic in advance, et cherchant en particulier les victimes faibles et non résistantes sur lesquelles ils peuvent achever un déchargement d'énergie auparavant captive dans l'affrontement. C'est dans un tel déchargement, je voudrais dire, que le visage du soldat démontre un tel étrange mélange de peur et de sentiment de pouvoir. En ce qui concerne le dressage des soldats, donc, il faut distinguer deux grands genres de personnes avec la capacité d'être tuées. D'abord, la minorité compétente. Ceux qui peuvent tuer sont soit dans le sang-froid, les assassins, soit dans la colère berserker du type d'Achille. Et deuxièmement, la majorité incompétente, ceux qui ne peuvent pas tuer sans qu'ils ne soient installés dans des positions favorables dans la multiplicité de l'acte de tuer, mise à distance, commandés, armés. Enfin bref, ceux qui doivent être formés pour qu'ils puissent maîtriser la peur et éviter l'empathie qui vient de l'évolution de prosocialité. Si l'enjeu de notre intervention est d'interroger le système historique et politique qui distribue l'accès à la formation pour l'incorporation de modules comportementaux, nous devons nous libérer de la notion naïve
que tous ces modules sont bénéfiques pour les corps qui les incarnent, plutôt que bénéfiques pour la structure du pouvoir de la société. En d'autres termes, de nombreuses personnes incarnent des modules comportementaux qui les blessent, alors qu'ils contribuent à reproduire des dynamiques sociales inéquitables. On voit les contours de cette problématique dans Quel savoir politique. Dans ce texte, Vergala nous dit que quant à la constitution de l'agent cognitif, il s'agit d'une émergence du sens commun, de configuration autonome d'une attitude appropriée créée par tous les véhicules de l'agent. La clé de l'autonomie réside dans le fait qu'un système vivant trouve le chemin approprié vers le moment suivant en utilisant ses ressources pour agir comme il convient. Et ce sont les ruptures, les charnières, qui sont la source de l'autonomie et de la créativité dans la cognition vivante. Fin de citation. Ici, il faut thématiser comment le répertoire comportemental qui fournit la portée de ces nombreux micro-mondes potentiels a émergé au cours de la lenteur du développement, de la maturation et de l'apprentissage. Autrement dit, il faut penser la dynamique lente du couplage structurel conduisant à la socio-ontogénèse du sujet incarné, processus qu'il faut analyser politiquement comme l'accès différentiel à la formation. Pour faire ressortir tout son potentiel, l'insistance de Vergala sur les organismes autonomes doit être complétée par une analyse à l'aide des catégories sociopolitiques de la répartition de l'accès à la formation qui permet l'installation différentielle des modules ou agents ou compétences dans une population d'organismes. L'important est de ne pas confondre l'autonomie et le bien-être. Un être humain formé afin d'incarner un répertoire limité de capacités ou avec un répertoire d'habitudes qui le prive de toute étendue de son pouvoir, reste autonome en sens vergalien en tant que producteur de ses propres comportements. Cependant, il y a des différences de bien-être entre les gens qui sont soumis à formation qui améliore leurs conditions de vie, l'expansion de leur pouvoir, ou même simplement leur survie, et les gens qui sont soumis aux formations que les nuisent. Il faut être formé pour accueillir des compétences. Comme le dit Vergala dans Quel savoir, je cite, « Notre monde n'est pas prédéterminé. Il est grâce à notre histoire de couplage structurel et les charnières temporelles qui articulent l'inaction sont enracinées dans un certain nombre de micro-mondes possibles activés dans chaque situation. » Fin de citation. La clé pour thématiser cette micro-échelle des individus La clé pour thématiser cette micro-échelle des individus assujettis politiquement et de penser la causalité descendante dans l'émergence sociale, la macro-échelle du corps politique dont nous avons parlé plus haut. Reprenons ici un essai contemporain écrit avec Jean-Pierre Dupuis. Vergala décrit dans Quel savoir politique la manière dont la causalité ascendante permet l'émergence de régularités sociales qui risquent d'être réifiées. Leur processus constitutif effacé. Je cite, « De ces articulations dérivent les propriétés émergentes de la vie sociale. Ainsi, chaque fois que nous trouvons des régularités, comme les lois ou des rôles sociaux, nous les concevons comme des données externes. Nous succombons à la même erreur
qui consiste à considérer toute propriété émergente possède une réalité, une identité réelle, au lieu de voir qu'elle découle d'un processus distribué, complexe, médiatisé par des interactions humaines. Fin de citation. Je voudrais supplémenter la perspective whorelienne d'émergence sociale avec une analyse de la causalité descendante de ces régularités. Puis c'est grâce à elle, dans la lente échelle temporelle, qu'on peut saisir la formation diachronique des compétences corporelles. En examinant comment les gens sont formés par des moyens formels et informels, nous voyons un champ social différentiel canalisant la perception, l'action et l'affect, selon des lignes de rôles sociaux. Vakala a démontré que les lois, les règles, les institutions, etc., sont produites de manière émergente par causalité ascendante dans une émergence sociale. Ici, j'espère avoir indiqué les grandes lignes de la causalité descendante apparaît à l'échelle lente socio-ontogénétique par ces régularités qui guident le développement de la personne individuelle. Dans ce cas, le dressage militaire du jeune soldat qui lui donne ses capacités d'action et des expressions affectives, comme l'étrange mélange de peur et de sentiment de pouvoir, noté par Vakala. D'avoir une philosophie politique de l'esprit, donc, il faut penser le champ social pré-personnel des formations, des apprentissages, des programmes d'entraînement. Car les cours individuels sont des résolutions de champs sociaux différentiels, des concrétions qui forment la topologie cognitive affective de la personne, le répertoire de ses micro-identités. Troisième partie est la plus courte, l'incarnation radicale et l'émergence transversale. L'incarnation radicale, c'est l'émergence transversale qui cristallise plusieurs systèmes distribués de cerveau, corps, environnement dans des événements sociaux multidimensionnels. Question politique. Comment se fait l'expérience d'un observateur d'une situation si complexe, multidimensionnelle, dynamique et même contrefactuelle comme celui décrit par Varela? Réponse. Un événement concret social, à court terme, se produit par le devenir consistant d'un assemblage de sujets humains formés à moyen terme, à l'échelle socio-ontogénétique, par des processus sociaux à long terme, à l'échelle socio-phylogénétique, disons. Telle situation dynamique et historique à plusieurs rythmes temporels de la guerre civile au Chili. Le mouvement de syndicalisation, la polarisation, etc., décrit par Varela dans Réflexion. Une rencontre politique est la résolution dans la conscience de l'observateur des actualisations des relations différentielles d'un champ dynamique en l'occurrence opérant à plusieurs niveaux, civique, somatique et événementiel. L'approche de l'incarnation radicale voit la cognition et l'action liées dans des systèmes dynamiques couplés, de cerveau corps-monde. Les frontières de l'agent cognitif s'étendent non seulement au-delà du cerveau, mais au-delà de la peau. Corps, cerveau et monde sont structurellement couplés et ils se déterminent mutuellement. Dans un article tardif et très important, collaborant pour la dernière fois avec Evan Thompson, Vakala adopte la notion de Susan Hurley de singularité dynamique pour décrire les liens entre le cerveau, le corps et le monde, couplés en système dynamique. L'article s'intitule Synchronie neuronale et unité de l'esprit, une perspective neurophénoménologique,
publié en 2001 et publié en français sur la créature. Ils écrivent plus tard dans le même article: les éléments neuronaux, somatiques et environnementaux peuvent interagir pour produire, grâce à l'émergence et la causalité ascendante, des processus globaux alliant l'organisme et l'environnement qui, à leur tour, peuvent avoir une influence, grâce à la causalité descendante, sur leurs éléments constituants. Fin de citation. Dans leur article à la source du temps, Virchola et Nathalie Desprats évoquent ce qu'il faudrait préciser pour penser l'expérience des événements politiques comme la scène dans le Route de Santiago. Parmi les cinq composants de l'affect, la première est, je cite, un événement précipitant ou déclencheur qui peut être perspective, un événement social, une menace ou une expression affective d'autrui dans un contexte social, ou imaginaire, une pensée, un souvenir, un fantasme, ou les deux. Fin de citation. En d'autres termes, le déclencheur social doit être reconnaissable sur la base de l'ontogenèse du sujet percevant. Comme nous l'avons affirmé en haut, cette ontogenèse doit être pensée comme une résolution d'un champ social différentiel, dynamique et prépersonnel qui permet l'incarnation des micro-identités qui restent potentielles dans le champ d'apprentissage social avant d'être actualisées dans telle ou telle personne. Rappelons la complexité de la situation vécue par Virchola. Des corps formés de soldats, des affects, l'étrange mélange de peur et de sentiments de pouvoir, des outils, le pistolet mitrailleur, et aussi dans ce cas, le garçon sympathique exclu de l'actualité, mais doté d'une existence virtuelle, l'existence d'une personne qui aurait pu être sans l'événement de la guerre civile. Toutes ces dimensions qui s'entremêlent, qui s'enchaînent, qui se mettent en place dans la conscience d'un observateur. Dans la perception de la situation, surtout la perception d'un nouvel état affectif sur le visage du jeune soldat, cet étrange mélange de peur et de sentiments de pouvoir, nous engageons toutes les échelles des dimensions personnelles. Politique. La macro-échelle d'une société déchirée en guerre civile. La micro-échelle du développement du répertoire des micro-identités de la part du jeune soldat. La méso-échelle de la rencontre politique médiatisée par l'affect et la cognition de la part de Virchola lorsque surgit cet assemblage ou cette émergence transversale, momentanée. Roue, arme à feu, soldats, tir, course, mort, observation. Notre challenge en construisant une contribution vircholienne à la philosophie politique de l'esprit, c'est de négocier le passage extrêmement délicat de l'émergence sociale qui permettrait de penser les échanges de tous les niveaux de corps politique dans cette scène troublante et inquiétante, à la fois civique, somatique et événementielle. Okay. Fin de présentation.